Dans le monde impitoyable des dictateurs et des despotes, il y a une règle plus importante que toutes les autres. Ne trahissez jamais votre protecteur. Mais c'est exactement ce qui se passe en ce moment. La Serbie, dernier allié de Vladimir Poutine en Europe, arme ses ennemis alors que des soldats russes meurent en Ukraine. Leur soi-disant allié à Belgrade dirige l'usine de munitions. Une énorme quantité de munitions fabriquées en Serbie, d'une valeur d'environ 800 millions d'euros, soit près d'1 milliard de dollars, atteint les lignes de front ukrainiennes. Le président serbe Aleksandar Vučić serre la main de Poutine, tout en autorisant de l'autre main l'envoi d'obus contre son armée. Je vais vous montrer les preuves, vous plonger dans les accords secrets sur les armes et révéler comment une alliance centenaire a été rompue dans les prochaines minutes. Maintenant, comment en est-on arrivé au point où une seule personne a pu briser un lien que tout le monde pensait indestructible ? La réponse est chez le président serbe Aleksandar Vučić, maître de l'équilibre politique. Il joue un jeu subtil et déconcertant, disant à chacun ce qu'il souhaite entendre, tout en préservant ses propres intérêts. Pendant des années, cette capacité a été sa plus grande force, mais aujourd'hui, la même habileté qui l'a maintenu au pouvoir pousse son pays vers une crise majeure. Regardons son premier visage, le masque pro-russe. Celui-ci est destiné à son public national et à apaiser Moscou. Vučić a toujours refusé de soutenir les sanctions occidentales contre la Russie. Cela séduit sa base nationaliste, qui voit la Russie comme un protecteur traditionnel et un symbole fort d'amitié. Il fait partie des rares dirigeants européens présents au défilé de la victoire à Moscou cette année. Il affiche ouvertement cette loyauté, sachant que la Serbie dépend souvent du gaz russe fourni à des tarifs avantageux, et que Moscou soutient la position de la Serbie sur le Kosovo aux Nations Unies. Mais derrière ce masque, il y a un tout autre visage. Voici la réalité pro-argent, pro-occidentale. Tout en se faisant passer pour un ami de Moscou, Aleksandar Vučić a également fait de la Serbie un maillon discret mais crucial dans une chaîne qui soutient l'effort de guerre ukrainien. Il a révélé ses intentions lors d'une récente interview. Il a confirmé que la Serbie est prête à vendre ses énormes stocks de munitions à l'Europe, et il a dit qu'il était brutalement honnête à ce sujet. Et je cite, « Nous devons le vendre à quelqu'un, les acheteurs peuvent en faire ce qu'ils veulent. » Son raisonnement était simple et d'une manière froide et pragmatique, logique. Il faudra finir par payer tous ces Serbes employés dans les usines de munitions. Il a affirmé que les usines serbes produisent autant, voire plus de munitions que la France, car elles sont très sollicitées. Ce niveau de production est élevé pour un petit pays. Ce n'était pas un commentaire isolé. Cela est arrivé juste après que son gouvernement a signalé un changement majeur de politique, rouvrant la porte aux exportations d'armes après un arrêt temporaire. Pour le Kremlin, qui a déjà accusé la Serbie de trahison, c'était comme une gifle publique. Comment le président serbe évite-t-il d'attirer aussitôt la colère de la Russie ? Son stratagème est aussi astucieux que cynique. La Serbie ne fournit pas d'armes directement à l'Ukraine, mais blanchit des munitions via d'autres pays. Voici comment cela fonctionne. Les entreprises de défense serbes signent des contrats pour vendre des obus à des pays de l'OTAN comme la République tchèque, la Pologne ou les États-Unis. Les certificats d'utilisateur final précisent que la destination finale est ce pays tiers. Mais en réalité, tous les acteurs impliqués savaient que ces obus seraient rapidement réexpédiés et envoyés directement sur les lignes de front. En Ukraine, un document du Pentagone et des rapports ont confirmé que les munitions Sobian étaient déjà arrivées par ces canaux détournés depuis le début de la guerre. C'est un business de plusieurs milliards de dollars, et Vučić a tenté de se défausser, disant que l'usage des obus par les acheteurs n'est pas sa responsabilité. Tout a commencé ici, passant des déclarations politiques à un jeu de dupes mondial. Ce système secret a fait de la Serbie un fournisseur clandestin majeur pour la guerre en Ukraine, alors que ses dirigeants fermèrent les yeux. Les responsables savaient ce qui se passait, mais aucun ne l'a admis publiquement. Tout a changé en 2024, quand le Financial Times a levé le voile. Ils ont rapporté que des munitions serbes étaient arrivées en Ukraine depuis le début de l'invasion à grande échelle. En 2022, la Russie aurait pu ignorer la situation, mais les déclarations publiques de Vučić et l'ampleur des ventes ont marqué un point de non-retour. L'accord d'1 milliard était signé, la trahison connue de tous et tout prêt pour la confrontation. La seule question qui restait était de savoir comment le Kremlin allait réagir, pour vraiment comprendre pourquoi le Kremlin serait aussi furieux. Vous devez comprendre qu'aux yeux de Moscou, ce n'était pas seulement une trahison politique, c'était une trahison familiale. C'est le mythe de fraternité que la Russie se raconte depuis un siècle. Pour le Kremlin, la relation avec la Serbie n'a jamais été une simple alliance gouvernementale. C'était, et à leurs yeux c'est toujours,
Une connexion fraternelle profonde, fondée sur une identité slave commune, la foi chrétienne orthodoxe et leur résistance aux influences occidentales. C'est le puissant mythe des frères slaves, un récit que la Russie cultive depuis des siècles, et qui constitue le socle émotionnel de son sentiment actuel de trahison. Ce lien ne s'est pas seulement forgé en temps de paix, il s'est solidifié dans les moments de crise, lorsque la Russie s'est présentée comme le protecteur ultime de la Serbie. L'exemple le plus frappant est un moment qui a failli plonger le monde dans un conflit majeur. Parlons-en, pour saisir la profondeur de cette fraternité. En juin 1999, la guerre du Kosovo venait de se terminer. Un accord de paix fragile était en place, et les forces de l'OTAN se préparaient à entrer au Kosovo. Mais de façon inattendue, une colonne de véhicules blindés russes a traversé la Bosnie à toute vitesse. Leur mission était de s'emparer de l'aéroport international de Postina, et ils y sont arrivés avant l'OTAN. Ce n'était pas simplement une manœuvre tactique mineure, mais un immense coup de force géopolitique. Le contingent russe, d'environ 200 soldats, s'est retranché et a proclamé sa souveraineté sur l'aéroport. De retour au quartier général de l'OTAN, la réaction fut un mélange de choc et de colère. Le général américain Wesley Clark, commandant suprême des forces alliées en Europe, y a vu un défi direct. Il a ordonné au commandant britannique sur le terrain, le général Mike Jackson, de bloquer les pistes et d'empêcher les Russes d'être renforcés. Ce qui s'est passé ensuite est devenu légendaire. Le général Jackson a refusé l'ordre. Selon la célèbre rumeur, il aurait dit à Clark « Je ne déclencherai pas la troisième guerre mondiale pour vous ». James Blunt, jeune capitaine britannique et éclaireur principal, reçut aussi l'ordre de contrôler et repousser les Russes. Il a refusé et a demandé à son général d'expliquer l'ordre. Pendant quelques jours d'inquiétude, l'atmosphère était lourde de tension alors que les soldats russes et ceux de l'OTAN se faisaient une face. La situation n'a été réglée qu'après de difficiles négociations au sommet, mais le message de Moscou était fort, surtout pour les Serbes. La Russie était prête à risquer la guerre avec l'OTAN pour soutenir la Serbie. Pour le Kremlin, c'était la preuve de loyauté ultime. Pendant que l'Occident bombardait, la Russie lançait une action audacieuse pour défendre les intérêts serbes. Cet événement a engendré une dette durable dans l'esprit des dirigeants russes, qu'ils jugent impossible à rembourser totalement. Mais le soutien des Russes manquant à leurs frères slaves ne s'est pas arrêté en 1999. Il s'est poursuivi à l'ère moderne, offrant ce qui peut être considéré comme un bouclier crucial pour la Serbie sur la scène internationale. Le principal soutien est l'usage par la Russie de son veto au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies comme membre permanent. La Russie a souvent empêché la reconnaissance internationale du Kosovo. Cela soutient l'intérêt national majeur de la Serbie, préserver sa revendication territoriale. Pour un petit pays, avoir un ami puissant capable d'empêcher le monde entier d'agir contre vous est une forme de soutien inestimable. Vient ensuite la bouée de sauvetage économique. La Russie a longtemps été le principal fournisseur de gaz naturel à bas prix de la Serbie. Un moment clé est survenu en 2008, lorsque la Serbie a vendu une participation majoritaire dans sa compagnie pétrolière nationale, Naftna, Industrija Sarbije, à Gazprom Neft, une entreprise publique russe. Cet accord commercial a étroitement lié les deux économies, donnant à la Russie une grande influence sur la capacité de la Serbie à disposer d'un approvisionnement énergétique fiable. La Serbie est récemment devenue un passage clé pour le gazoduc Turk Stream. Ce projet réussit en sécurisant l'approvisionnement en gaz de la Serbie. Le pays gagne ainsi des millions de dollars par an, en laissant passer le gazoduc sur son territoire. Cela lie encore plus étroitement son destin à la Russie. Donc, en combinant leurs cultures communes, le soutien militaire russe à la Serbie, la protection à l'Organisation des Nations Unies et le gaz bon marché fourni, il est facile de comprendre pourquoi. La Russie a le sentiment de posséder la loyauté de la Serbie. Le Kremlin ne voit pas une simple amitié, il voit une fraternité indestructible. Chaque balle serbe atteignant un soldat russe en Ukraine n'est pas vue comme une simple affaire commerciale, c'est perçu comme une trahison personnelle profonde, plus comme un coup de poignard dans le dos venant du frère même qu'ils ont défendu pendant des décennies. Face à cette histoire et au fort sentiment de devoir familial, la patience de la Russie a atteint ses limites. Face aux preuves de sa trahison, le président Alexander Vučić n'a pas vraiment nié. Il a plutôt présenté une défense devenue symbole de son double jeu. Il a dit que la Serbie ne peut pas exporter vers l'Ukraine ou la Russie, mais qu'ils ont de nombreux contacts avec les Américains, Espagnols, Tchèques et d'autres. Ces nations ont le droit de faire ce qu'elles veulent des munitions. En disant cela, il se décharge de la destination finale, affirmant que sa responsabilité cessait après la vente des obus à des intermédiaires. Mais en réalité, ces obus ont été rapidement réexpédiés et envoyés directement sur les lignes de front en Ukraine. Il ne s'agissait pas de quelques simples caisses de munitions.
Les services de renseignement russes affirment que la Serbie aurait fourni des centaines de milliers d'obus pour lance-roquettes multiples et obusiers. La tromperie est allée encore plus loin dans un geste stupéfiant. En juin 2025, on a appris que la Serbie avait autorisé le transit d'obus d'artillerie venant de Bosnie sur son territoire. Donc, la Serbie ne se contentait pas de vendre ses propres obus en douce, elle servait activement d'autoroute pour que les munitions d'un autre pays atteignent l'Ukraine. Pendant des mois, la Russie a toléré ce secret de Polichinelle, mais les vantardises publiques sur les ventes et l'accord de transit précis ont fini par l'exaspérer. L'addition pour ce business d'1 milliard de dollars allait bientôt tomber, et elle ne serait pas payée en espèces, mais en fureur publique du Kremlin. Après tout ce que nous avons vu sur la fraternité et les accords d'armes, comment le Kremlin a-t-il réagi? La réponse est simple, la patience de la Russie a atteint ses limites. Pendant longtemps, ils étaient prêts à jouer le jeu de Voutsuk, se plaignant discrètement tout en appelant publiquement la Serbie leur dernier ami fidèle en Europe. Mais dans le monde brutal de la politique de puissance, il y a une limite à tout, même pour le Kremlin. Cette limite a été franchie en mai de cette année. Ce qui a suivi, c'était une véritable crise de colère publique de la part de Moscou. Le premier signe, le plus choquant, ne venait pas d'un ambassadeur pacifique. La réaction furieuse est venue d'un groupe bien plus puissant et secret du gouvernement russe, le service de renseignement extérieur. Le service de renseignement extérieur. C'est une agence d'espionnage de premier plan qui opère dans l'ombre. Il est extrêmement rare qu'il s'exprime publiquement. En mai, le service de renseignement extérieur a publié un communiqué sans aucune politesse. Le communiqué affirmait que la cupidité motivait les fabricants d'armes serbes. C'était une manière élégante de dire que la Serbie cherchait à gagner de l'argent partout sans oser choisir un camp. Mais le pire, c'était leur affirmation selon laquelle les Serbes profitent non du sang de leurs frères slaves. C'est le coup émotionnel suprême que la Russie pouvait infliger à la Serbie, évoquant le sang slave fraternel. Le Kremlin clamait son mythe central. De retour à Belgrade, il disait « Nous sommes une famille, et vous gagnez de l'argent sur la mort de votre propre famille ». Il qualifiait le milliard de dollars de vente d'armes non de simple commerce, mais d'argent du sang, un péché contre leur fraternité slave. Le service de renseignement extérieur a qualifié cela de tentative de poignarder la Russie dans le dos. Face aux attaques brutales de l'espionnage de Poutine, Voukouk a paniqué. La pression était trop forte. Le jour de la déclaration du service de renseignement extérieur, il a annoncé l'arrêt immédiat de toutes les exportations d'armes et de munitions. Cela semblait une victoire totale pour la Russie, comme si Vouchik cédait enfin au Kremlin. Cette pause dans les exportations n'a pas été annoncée par loyauté ou par changement d'avis. Elle a été annoncée sous la pression directe de critiques publiques. C'était purement de la gestion de crise politique. Vouchik essayait de sauver sa peau politique et d'apaiser une Moscou furieuse. Il a même accepté de former un groupe de travail conjoint avec la Russie pour enquêter sur les allégations concernant les armes. Cependant, il s'agissait sans doute d'une mise en scène pour gagner du temps et apaiser Poutine sans réelle promesse durable. Comme prévu avec le titre, Aleksandar Vučić n'est pas rentré dans le rang. La Serbie a aggravé l'affront seulement quelques semaines après l'avertissement du service de renseignement extérieur. En juin, le gouvernement serbe a autorisé le transit de près de 1000 obus d'artillerie depuis la Bosnie, via la société tchèque Omnipol. Ils avaient pour mission spécifique de fournir l'armée ukrainienne. C'était une gifle directe pour Moscou. La Serbie ne se contentait plus de vendre secrètement ses propres obus par des canaux détournés. Elle servait désormais ouvertement de voie de passage pour les munitions d'un autre pays, permettant à celle-ci de traverser le territoire serbe en route pour tuer des soldats russes. Cet accord de transit montrait que l'avertissement de la Russie avait été ignoré et que la querelle continuait. La tension a repris des mois plus tard, en novembre. Cette fois, la réponse est venue d'une voix familière et enflammée. À Moscou, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Réputée pour ses commentaires agressifs et sarcastiques, Zakharova a ciblé directement le président Vučić. Elle s'est plainte publiquement de ses propos. Zakharova a précisé que la Russie avait toujours reçu des assurances privées de Belgrade que cela n'arriverait pas. Elle a alors employé une expression personnelle et choquante. Elle refuse d'imaginer que des soldats russes soient tués par des munitions serbes. Réfléchissez à ce que cela implique. L'idée qu'un tel événement puisse se produire était tellement douloureuse et inacceptable pour elle qu'elle ne permettait même pas à son esprit de l'envisager. C'était l'équivalent d'une réprimande publique. À ce moment, les tactiques d'intimidation et d'appel à l'amour fraternel échouaient. En Serbie, cette fraternité imposée ressemblait de plus en plus à un contrôle qu'à une amitié. Et, en effet, l'arrêt n'a pas duré. En quelques mois, Belgrade a signalé que la Serbie
était prête à reprendre les exportations d'armes vers l'Union européenne. Ils reprennent pour l'argument que les acheteurs en font ce qu'ils veulent. Cela a prouvé que la capitulation n'était que temporaire et que les intérêts économiques de la Serbie seraient finalement le facteur décisif. Pour comprendre la réaction aussi nucléaire de la Russie, il faut voir ce qu'elle a réellement perdu. C'est un effondrement majeur du pouvoir et de l'influence de la Russie dans le monde. La Russie voit les Balkans comme son terrain privilégié pour semer le trouble et maintenir son influence. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a averti que la Russie attise les tensions dans les Balkans occidentaux pour saper la stabilité européenne, provoquant des crises dans les Balkans. Grâce à la Serbie, la Russie détourne l'attention de l'OTAN et de l'Union européenne. Cela les forcerait à gérer des problèmes locaux, donnant à Poutine un levier et montrant la Russie comme une puissance incontournable. Mais si la Russie n'arrive même pas à contrôler son principal allié dans la région, la Serbie, alors toute cette stratégie s'effondre. Une Serbie qui agit de manière indépendante montre au monde que l'influence de la Russie s'affaiblit. C'est une perte stratégique et symbolique énorme pour Poutine, révélant que son emprise sur sa propre sphère d'influence s'affaiblit. Cette énorme vente de munitions nous révèle une nouvelle vérité difficile. La Serbie privilégie l'argent et son avenir européen à son ancienne amitié avec la Russie. La Russie évoque la fraternité, mais l'Union européenne propose bien mieux. Elle propose d'importants investissements, une économie renforcée et l'adhésion possible. Les énormes profits que la Serbie réalise en vendant des obus pendant la guerre en sont la preuve parfaite, comme aiment le dire les experts politiques avisés. La Serbie choisit désormais ses amis selon l'argent et les investissements, non selon les sentiments. En réalité, la colère publique en Russie montre que ces appels émotionnels ne fonctionnent plus. Le principal levier d'influence du Kremlin sur la Serbie s'effondre. La Russie peut se plaindre, menacer ou humilier, mais elle ne peut pas obliger la Serbie à lui obéir. Le Kremlin ne peut pas abandonner la Serbie, son dernier grand bastion dans les Balkans. Sans elle, l'influence de la Russie en Europe disparaîtrait pratiquement, donc la Russie est coincée. Elle doit tolérer un niveau de trahison de la part de son allié le plus proche qu'elle n'accepterait jamais de la part d'un autre pays. La colère publique du Kremlin n'était pas une démonstration de force, mais une mise en scène révélant sa faiblesse et frustration. Une révélation bruyante et furieuse que l'ère de son influence incontestée dans les Balkans touche à sa fin. Le masque fraternel est tombé, révélant la réalité froide d'un partenariat raté. Nous en sommes là. L'accord d'1 milliard de dollars est conclu, la trahison révélée, et Moscou a exprimé sa colère. La vérité, c'est que Belgrade est une ville soumise à de multiples pressions concurrentes. Pour le président serbe Aleksandar Vučić, la corde raide politique sur laquelle il marche depuis des années vacille fortement. Il suffit d'observer les rues de la capitale. La Serbie a connu d'énormes manifestations ces derniers mois. Environ 10 000 personnes ont défilé pour l'anniversaire de l'effondrement mortel d'une gare ayant causé 16 morts. La colère du public face à la corruption et la frustration envers le gouvernement Vučić alimentent la protestation. Ses opposants exigent qu'il démissionne. Alors qu'il prend des risques avec la Russie sur la scène mondiale, son soutien national paraît plus fragile que jamais. Et puis, il y a le coût pratique de la confrontation avec Moscou. La profonde dépendance énergétique de la Serbie envers la Russie est en train de se défaire, et cela provoque une véritable crise. Rappelez-vous, la Russie détient plus de la moitié de la Naftna Industrija Serbij, mais en raison des sanctions américaines contre elle, un effet immédiat et visible s'est produit. Dans les stations-service, des panneaux ont été installés pour avertir les clients que Visa et Mastercard ne fonctionnent plus, et la Russie envisage d'abandonner sa participation dans l'entreprise. Le flux de l'oléoduc Oil 3 depuis la Croatie est interrompu. Les raffineries serbes risquent d'être à sec avant fin du mois. Ce n'est pas juste un inconvénient, c'est aussi une menace pour l'approvisionnement énergétique national. L'accord privilégié de la Serbie pour le gaz russe bon marché doit expirer à la fin de cette année, et Moscou n'est pas pressé de le renouveler. Le président Vučić a déclaré qu'il est très déçu. Il apprend que même si Poutine accorde de la valeur à leur alliance, cette alliance a un prix. Si vous ne payez pas, les factures arrivent. Mais voici le rebondissement le plus fascinant. Vučić, tout en affichant une loyauté envers la Russie, a discrètement rompu les liens militaires de la Serbie avec Moscou. Face aux sanctions occidentales rendant l'achat d'armes russes quasi impossible, la Serbie a dû annuler plusieurs contrats avec le Kremlin. Alors, vers qui se tourne-t-il ? Vučić a signé un des plus grands contrats de défense serbe. Mais voilà, l'accord a été conclu avec la France, et il vaut 27 milliards d'euros pour 12 avions de chasse Rafale avancés. Ce contrat, financé par des banques françaises, sera livré en 2028. Cela marque un tournant concret et durable vers l'équipement militaire occidental.
L'éloignement de l'équipement russe s'est accentué à cause des sanctions occidentales, rendant presque impossible de nouveaux accords d'armement avec la Russie. Posons l'échiquier actuel. D'un côté, une Russie humiliée et furieuse. Son dernier vrai ami en Europe a été surpris, entraînant une réprimande publique. Mais est-ce tout? Certains analystes à Moscou même pensent que cette réaction de colère pourrait être en partie pour la forme, une querelle mise en scène entre deux alliés. Poutine aiderait Vučić à paraître ferme envers la Russie, afin d'améliorer sa crédibilité auprès de l'Union européenne, qu'il veut rejoindre. C'est une danse complexe, où une réprimande publique peut en réalité être une faveur cachée. Mais l'autre théorie est que Moscou est réellement impatiente. Ils réalisent que leur stratégie d'utiliser la Serbie comme cheval de Troie en Europe pourrait échouer. Ils ont vu des obus serbes valant des centaines de millions d'euros arriver en Ukraine. Et ils pensent maintenant que leur politique actuelle pourrait profiter davantage à Vučić qu'à Moscou. Ce qui nous ramène à notre question centrale restée sans réponse, qui plane sur les Balkans. Simple, mais énorme. Qui contrôle vraiment Belgrade? D'un côté, il y a Vladimir Poutine. Il détient des armes puissantes qui peuvent alors faire pression sur la Serbie. Il peut menacer de couper le gaz naturel bon marché dont la Serbie dépend pour se chauffer et pour son industrie. Il peut aussi utiliser ses services de renseignement pour retourner les nationalistes de Vučić contre lui, en rappelant que la Russie est leur frère historique. Se sentant trahi, Poutine exige l'obéissance en raison de la dette historique de la Serbie. De l'autre côté, il y a Aleksandar Vučić lui-même, un politicien habile dont la principale compétence est la survie. Il a joué un double jeu, gagnant près d'1 milliard de dollars via la vente d'armes, tout en reconstruisant l'armée nationale avec des armes occidentales et chinoises. Vučić doit équilibrer la colère de Moscou avec la montée des protestations dans ses propres rues, où les gens sont frustrés par la corruption et la lenteur des progrès. Peut-être que le vrai maître de Belgrade est plus simple. L'argent liquide qui assure les salaires des 13 500 ouvriers serbes de l'industrie de l'armement en plein essor. Vučić ne peut ignorer cette réalité économique, affirmant clairement « Nous devons payer nos ouvriers ». La Russie a jadis risqué une guerre mondiale pour protéger la Serbie en 1999. Aujourd'hui, la Serbie finance des armes susceptibles de causer la défaite de la Russie. Dans la guerre actuelle, Poutine croit avoir acheté une loyauté durable grâce au gaz bon marché, à l'aide militaire et à de puissants vétos à l'Organisation des Nations Unies. Au lieu de cela, Vučić a montré que dans le monde brutal de la géopolitique mondiale d'aujourd'hui, la seule loyauté qui compte vraiment est envers le plus offrant. Le dernier coup n'a pas encore été joué. Avec cela, la question cruciale demeure. Quel prix sévère un Kremlin humilié et en colère exigera-t-il finalement pour cette trahison ?